takes a lot to complete a pass against Wade, and Dotson was up to that moment. He tried to get it to him, one-handed grab, and he walks in, back-to-back highlight plays from Dotson and Penn State, still showing some fight. Wow. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Podcast Ball, le 146e opus, qui nous plonge et qui vous plonge dans la preview de la saison 2021 de College Football qui approche à grands pas. C'est l'heure de s'intéresser à la Big Ten dans cette édition. Ohio State est-il seul au monde? La division Ouest va-t-elle changer de roi? Qui de Jim Harbaugh ou de Scott Frost est le plus menacé au niveau des head coach? Tant de sujets abordés avec le fondateur du site The Blue Pennant, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde. Pas mal de choses à dire Morgan dans cette conférence Big Ten, une conférence pour le moins bouleversée. La saison dernière, on a vu pas mal de surprises au niveau du déroulement de la saison. Même au niveau de la finale de conférence, puisqu'en l'occurrence dans la division Ouest, c'est peut-être pas forcément l'équipe qu'on attendait le plus qui s'est frottée aux Buckeyes. On va développer un petit peu tout ça pour savoir si on peut s'attendre à des confirmations ou à des retours, on va dire, dans le rang. Mais avant d'aborder tout ça, on va donc se plonger sur la division Est et parler du favori, du grandissime favori, et le vainqueur notamment de la finale de la conférence Big Ten la saison passée, les Ohio State Buckeyes. Tu sais, dans la vie, il y a 3 choses qui sont sûres. La mort, les impôts et Ohio State qui va gagner la Big Ten. C'est à peu près comme ça que ça se passe depuis quelques temps, puisque depuis la déroute surprise à Purdue en 2018, on s'en souvient de ce match, 21 victoires consécutives en match intra-conférence pour les Buckeyes. Voilà, ils ont vraiment affirmé leur suprématie sur la conférence. Alors ils ont été invaincus en saison régulière l'année dernière, quatrième titre de champion de conférence, finaliste des playoffs. Bah tu parles Alabama, on s'en souvient. Une saison vraiment 2020 plutôt réussie quand on se souvient le chaos dont tu as parlé un petit peu. Mais est-ce qu'ils ont vraiment cette année ce qu'il faut pour remporter un premier titre de champion national depuis 2014? C'est la question qu'on se pose. C'est vrai qu'ils sont un participant régulier du College Football Playoff, 4 participations en 7 ans. Mais depuis leur victoire en 2014, les Buckeyes ont toujours chuté, et souvent lourdement, soit face à Alabama, c'était le cas l'année dernière, soit face à Clemson, c'était il y a quelques années. Là, il y a pas mal de départs, et ils ont une gestion d'un départ particulièrement important, c'est celui de Justin Fields, the Pulse de quarterback. Ouais, tout à fait. Justin Fields, qui était le maître à jouer d'Ohio State ces dernières saisons, qui avait parfaitement pris la suite, en l'occurrence de Dwayne Haskins, malgré les circonstances pour le moins particulières. En tout cas, tout le barnum, on va dire, qu'il y avait eu autour de son départ de Georgia. En tout cas, il a fait taire tout ça. Il a bien confirmé le potentiel qu'on en avait vu à sa sortie du lycée. Du coup, il y a pas mal de points d'interrogation sur celui qui lui succédera du côté d'Ohio State. On a encore quelques petits doutes au niveau du camp estival, si je peux l'appeler ainsi. Le favori, a priori, c'était CJ Stroud. Ma question est simple. Est-ce que pour toi, ce sera CJ Stroud? Et question annexe, est-ce que tu penses que l'arrivée prématurée de Quinn Ewers peut redistribuer les cartes? Je réponds à la deuxième question d'abord. Absolument pas. Je pense que Quinn Ewers, on connaît un peu les circonstances de son arrivée, on peut les rappeler. Il devait jouer sa dernière année au lycée au Texas. Finalement, il a décidé de renoncer à sa dernière année puisqu'il avait la possibilité de le faire étant donné qu'il avait... Juste pour contextualiser, parce que je l'ai pas fait, excuse-moi, on parle d'une recrue 5 étoiles, une des top recrues en l'occurrence de ce qui était censé être la QB 2022. Exactement, il devait être le prospect numéro 1 du recrutement 2022, donc c'est vraiment comme ça une grosse arrivée, et donc il a renoncé à sa dernière année au lycée au Texas. Il pouvait le faire car il avait le dossier académique qui lui permettait donc justement de bypasser cette dernière saison et d'arriver dès cet été à Ohio State. On le sait que c'est essentiellement pour bénéficier des contrats droit à l'image qu'il l'a fait, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est fait. Et je pense absolument pas qu'il est actuellement en position de redistribuer les cartes. Il arrive dans une QB room qui est déjà bien chargée. On sait qu'il y a déjà, avant lui, on devrait retrouver CJ Stroud, donc
redshirt freshman qui était un 4 ou 5 étoiles, si je me souviens bien. Il y a également un autre redshirt freshman 4 étoiles, Jack Miller. Et on a aussi, parce que Quinn Ewers arrive cette année, mais on avait déjà recruté un 5 étoiles cette année du côté de Ohio State, Kyle McCord. Vraiment, je pense que... Alors, aucun d'entre eux n'a lancé, si je me trompe pas, aucune passe au niveau NCAA. Par contre, il me semble que, étant donné qu'ils sont dans le programme depuis 1 an, CJ Stroud et Jack Miller partent avec un léger avantage. Et dans la hiérarchie, CJ Stroud devrait être celui qui va être choisi pour diriger l'attaque des Buckeyes en succédant à Justin Fields. Là, on s'avance début août. Il y a tout le camp d'entraînement qui est en cours actuellement, qui va se terminer. Peut-être qu'on pourrait avoir des surprises, mais a priori, CJ Stroud devrait être celui qui devrait démarrer la saison. Il faudra pas avoir du retard à l'allumage parce qu'il y a des gros rendez-vous pour Ohio State. Le match numéro 1 à Minnesota sera pas évident. Et derrière, il faudra enchaîner face à Oregon, on le sait, pour ce big game de la semaine 2. Tout à fait, on en avait déjà parlé. Alors après, du coup, c'est vrai que c'est un peu la même problème. Enfin, l'avantage, on va dire, du nouveau quarterback en place, c'est qu'il aura quand même l'avantage, malgré quelques pertes dans ce domaine-là, d'avoir des receveurs d'expérience. On rappelle que Chris Olave et Garrett Wilson, c'est 2 gros candidats, notamment à un premier tour de draft l'an prochain. Peut-être le meilleur duo 1-2 de receveurs de la conférence, j'en suis quasiment sûr. Peut-être même du pays. Puis il y a aussi Jeremy Ruckert, le Titan, qui a été intégré dans le jeu offensif et le passing game l'année dernière. Intéressant aussi. Tout à fait. Et il récupère notamment Tyon Munford sur le poste de tackle gauche. Trey Sermon est parti, mais on sait qu'il y a des gros espoirs placés, notamment en Master Tig, sur le poste de running back. Donc, mine de rien, l'ossature offensive est là, on peut pas dire. Et puis, on a vu que depuis la promotion de Ryan Day en tant que head coach, les attaques du côté de Columbus tournent à plein régime. A priori, c'est pas parti pour s'arrêter en 2021. C'est pas parti pour s'arrêter en 2021. Tu as parlé de Master Tig au poste de running back. Il y a une petite superstar, peut-être la prochaine superstar d'Ohio State au poste de running back, Trevion Henderson, le true freshman dont on dit qu'il est déjà prêt pour faire le saut au niveau NCAA. Donc attention, on voit que là, il va même y avoir de la profondeur malgré le départ de Trey Sermon. Fabuleux groupe de receveurs, on n'a même pas parlé, mais il y a le true freshman 5 étoiles, Emeka Egbuka, et puis un certain Marvin Harrison Jr. qui est là, on sait jamais, peut-être qu'il aura la même carrière que son père. Donc voilà, il y a vraiment des playmakers. Écoute, ils ont tellement bien recruté sur les 3-4 dernières années il y a une nouvelle génération qui arrive, mais elle est aussi talentueuse. En tout cas, le talent brut est au moins égal à la génération précédente. Est-ce qu'ils vont réussir à se développer aussi bien que la génération précédente? Ça va être un des gros défis en attaque, mais en défense, il y a pas mal de monde aussi. Alors, il y a pas mal de monde, mais à mon sens, il y a un peu plus de points d'interrogation. Si tu me permets, enfin, de toute façon, je vais te laisser développer derrière. Il y a du talent, ça me paraît encore un peu plus jeune. Alors, c'est paradoxal, parce que si tu prends le poste de linebacker, par exemple, tu perds 4 joueurs, 4 titulaires du poste. Derrière, c'est des seniors, mais c'est pas des seniors qui ont énormément d'expérience, en tout cas en termes de snaps disputés. C'est des joueurs dont on attend beaucoup, mais dont on a pour l'instant vu peu. Et c'est vrai que si on prend le premier rideau, on n'a pas encore vu le plein éclat d'un Zach Harrison, par exemple. On sait qu'il va y avoir quelques arrivées. Enfin, puisque tu fais le tour des true freshmen, sur le premier rideau, on va quand même avoir par exemple un Jack Sawyer et un JT Tuimoloau plein centre. Donc ça va pas non plus être des... Je pense que c'est des freshmen qui vont s'incorporer assez rapidement, peut-être pas dans la hiérarchie, mais en tout cas qui vont s'installer pour avoir pas mal de snaps dès leur début en universitaire. Après, voilà, il y a peut-être un poste de cornerback de DB derrière, hormis Sevin Banks, où je suis pas totalement rassuré. D'ailleurs, la défense contre la passe du côté d'Ohio State a été anormalement en difficulté la saison passée. Si je te comprends bien, t'es quand même plus rassuré que moi si tu prends l'ossature, la composante globale de cette défense. Ah, c'est vrai que je réponds un peu je réponds pas tout à fait à ta question, mais je vais y revenir quand même. C'est vrai qu'on commence à se poser la question, est-ce que Kerry Combs, le coordinateur défensif, est-ce que c'est l'homme de la situation pour résoudre les problèmes défensifs des Buckeyes? Parce qu'on les a vus l'année dernière, ces problèmes, tu les as bien décrits, notamment la défense contre la passe. Faut pas oublier que la situation était très particulière l'année dernière en raison de la pandémie. Très peu de répétitions, et on sait qu'ils sont passés d'un système 4-3 à un système 4-2-5 avec un poste hybride, donc linebacker safety.
Est-ce que c'est pas une des raisons principales de la baisse de production défensive? Je lui laisserai quand même une petite chance de pouvoir faire une deuxième bonne impression. Je parle de Kerry Combs parce que au niveau du talent brut, là, il y a vraiment quand même du monde. C'est vrai que le poste de linebacker, je suis un peu plus inquiet. Il y a quand même des gros départs, hein. Baron Boning, Tuff Borland, Pete Werner, c'était quand même très très costaud sur le second rideau. Là, il y a des seniors, tu l'as dit, mais qui n'ont jamais vraiment convaincu. Taraja Mitchell, notamment Dallas Gant, donc à voir. C'est vrai que, donc au niveau du système, je laisserai quand même une petite chance à Kerry Combs d'installer ces schémas. Je suis un peu vraiment ce qui me paraît être le tendon d'Achille. Et d'ailleurs, il y a un joueur qui revient d'une blessure de tendon d'Achille, c'est Cameron Brown. C'est au poste du cornerback. C'est vrai que Sevyn Banks, qui est un vrai prospect NFL, il est un peu esselé. Et là, c'est vrai qu'on va avoir besoin de voir des joueurs comme Marcus Williamson ou Ronnie Hickman qui vont devoir step up, comme on dit, parce que effectivement, ça peut rester le talon d'Achille de l'équipe qui, on se souvient, s'était fait exploser notamment dans le jeu aérien face à une équipe comme Indiana par exemple l'année dernière. Donc c'était c'est ça, tu as raison, c'est vrai qu'il y a il y a eu une petite déception l'année dernière au niveau de la production défensive, et là en finale ça s'est très bien vu face à Alabama. Je pense qu'avec une préparation complète, spring game, camp d'entraînement d'été, c'est une équipe qui va arriver mieux préparée, et le talent brut est tellement important avec les recrutements phénoménaux qu'on a vus ces dernières années, que je reste quand même confiant. C'est sûr que par exemple, s'il devait avoir encore des déceptions défensives dès les premières semaines, là peut-être que je changerais mon jugement, quoi. Oui, non, je suis relance. C'est sûr que de toute façon, il y a une telle densité. En effet, voilà, le propos, c'est pas de dire que c'est une équipe qui va faire une fiche négative, entendons-nous bien, mais grand favori, voilà, c'est de savoir exactement. Après, ça fait partie de ces équipes, encore une fois, on va juger d'un point de vue local et d'un point de vue national. Alors, tu disais, c'est vrai qu'il va y avoir cette rencontre, notamment dès la deuxième semaine, sans occulter, bien entendu, le déplacement à Minnesota, qui peut être un déplacement totalement piège. Ah oui, tout à fait. Buffers, voilà, on a vu que tout n'était pas au beau fixe l'an passé, mais d'ailleurs, il y a 2 ans de ça, c'était quand même une équipe qui jouait les playoffs pendant un petit moment, donc c'est pas une équipe à prendre à la légère non plus. D'ailleurs, on avait, je sais pas si tu as vu, mais on avait Blaise qui est donc fait partie de notre équipe, qui est actuellement du côté de Columbus, et c'est la question qu'il a posé, il a été présent donc dans une conférence de presse, c'est une question qu'il a posée à Ryan Day, et Ryan Day lui a très bien répondu en disant: nous, notre adversaire principal, c'est le prochain, Minnesota. Alors c'était un peu réponse politiquement correcte, mais je pense qu'il y a un fond de vérité quand même. C'est un vrai match piège à Minnesota, démarrer la saison en déplacement dans un match intra-conférence, c'est vraiment un match piège, et cette équipe de Minnesota, on va en reparler tout à l'heure, a quelques arguments, notamment au poste de quarterback. Donc tout à fait, on aura l'occasion d'en reparler. Ohio State, encore une fois, on va pas être très original, on l'a dit, il y a beaucoup de force. Sans anticiper sur ce qu'on va dire à la fin de ce podcast et sans dévoiler un petit peu ce qu'on va dire lors de notre pronostic lié au playoff, on peut dire quand même que ce sera un gros candidat pour le top 4. Gros candidat pour le top 4, gros candidat pour une saison invaincue. Moi personnellement, on en reparlera peut-être, mais je les vois perdre un match peut-être. Pas le dernier à Michigan, ça j'y crois. Mais calmes tout de suite les fans de Wolverine. Peut-être à Indiana par exemple. Et ils ont quelques déplacements super embêtants. Ce serait incroyable qu'ils soient battus à Rutgers. Pour les retrouvailles de nouveau avec Greg Schiano. Je t'avoue que celui-là, je me dis, on pourrait vraiment se marrer s'ils étaient battus à Rutgers. Mais ce serait plus à Indiana, effectivement, où il y a peut-être un danger, quoi. Ouais, non, c'est sûr que si on regarde les déplacements, c'est sûr qu'il y a Michigan, on les a quasiment tous dit, mais Michigan, Indiana, Rutgers et Nebraska, hormis bien entendu match d'ouverture contre Minnesota. Tout le reste, c'est à la maison. Ouais, ils seront favoris, largement favoris à chaque fois. Il y a quand même largement sur le papier de quoi aller chercher une fiche invaincue en l'occurrence, mais c'est vrai que par exemple le match à Indiana ne sera pas simple. On va d'ailleurs en parler tout de suite, notamment des principaux outsiders d'Ohio State. Avec donc un trio pour démarrer, et on va commencer par Indiana, justement les Hoosiers, invités surprise à la 2e place de la division Big Ten Est la saison dernière, Morgan. Une équipe qui a agréablement surpris, qui continue en tout cas
sa marge de progression, hein, fiche positive la saison dernière, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment du côté de Bloomington. Et la saison passée, encore une fois, des succès très intéressants. Alors, c'est passé d'un rien, notamment en match d'ouverture contre Penn State en prolongation. On se rappelle de ce touchdown très controversé de Michael Penix. Ça avait été beaucoup moins sujet à controverse sur le reste du calendrier. Il y a un succès, par exemple, convaincant à Wisconsin. En tout cas, il y a une saison qui peut laisser prétendre, avec le retour de pas mal de titulaires, à une confirmation de la part d'Indiana. Ça sent la confirmation. Il y a vraiment des raisons d'y croire. 18 titulaires de retour cette saison, qui ont vraiment la ferme intention de démontrer que les succès de l'an passé, c'était pas un coup de chance. Et c'est vrai que c'est la belle histoire. Indiana, écoute, ils jouent dans une division Est qui est quand même avec des gros Blue Bloods type Michigan, Ohio State, Penn State. Là, on en parle dans notre preview déjà comme une équipe qui peut potentiellement terminer deuxième. C'est vraiment la belle histoire, un travail colossal du coach Tom Allen. Ça n'avait pas été évident pour lui d'ailleurs au début à son arrivée, mais là ça commence à porter ses fruits, tout le travail qui a été mené. D'ailleurs, il est récompensé par une augmentation salariale lors de l'intersaison. C'est vrai qu'on l'avait parlé un petit peu dans le top 25. Il y a ce mantra, présentation du top 25, son mantra Love Each Other qui est un peu moqué. Mais d'un autre côté, ça marche quand même très très bien parce que Indiana a flirté avec le top 10 l'an dernier. C'est assez incroyable. Finalement, ils ont eu que 2 défaites l'an dernier. Un court défaite à Ohio State, battu face à Ole Miss à l'Outback Bowl, mais tout le reste, ils ont été quand même assez dominants, notamment dans le jeu offensif et jeu aérien. Il y a quelques départs, c'est vrai, notamment celui du receveur Bob Fillior et du running back Stevie Scott, mais de manière générale, on retrouve une équipe quasiment au complet. Michael Penix, 10-2 comme starter du côté d'Indiana. Gros point d'interrogation sur sa santé. On sait qu'il a beaucoup de difficultés à terminer les saisons, mais tu vois que l'année dernière, Jack Tuttle, son backup, a été plutôt pas mauvais lorsqu'il a dû prendre le relais. Et puis voilà, au niveau des skill position, on va encore avoir Ty Freifogel, qui est un All-American l'année dernière, Miles Marshall, donc là on parle des receveurs, DJ Matthews qui arrive de Florida State. Et puis à surveiller un joueur qui est explosif, qui est capable de jouer receveur, running back, qui va être important sur les retours de coups de pied, David Ellis. Donc il y a une équipe il y a des skill position avec du talent. Il y a un Michael Penix qui lui vraiment a porté l'équipe, mais le point d'interrogation, c'est vraiment sa santé, quoi. Oui, non, très clairement. Après, le fait que ça arrive tous les ans, du coup, du côté du coaching staff, on commence un petit peu à préparer les arrières. C'est ce qui avait permis notamment à Peyton Ramsey de vraiment élever son niveau de jeu et d'atterrir après à Northwestern pour la bonne saison des Wildcats qu'on connaît en 2020. Là, c'est sûr que au moins ils pourront se dire, Jack Tuttle, on l'a déjà lancé dans le bain, on sait qu'il peut être capable de bonnes choses malgré un bowl contre Ole Miss qui avait été assez moyen. Mais en tout cas, oui, je te rejoins. C'est sûr qu'il y a des armes un petit peu partout. Il y a une ligne qui, sans être fabuleuse, notamment au niveau pass pro, et ça va être un petit point d'interrogation quand tu sais que tu as un quarterback un peu fragile, peut faire le boulot. Donc c'est sûr que là, offensivement, il y a quand même des éléments qui démontrent qu'Indiana peut en tout cas avoir du répondant face à des bonnes défenses de la conférence Big Ten. Après, moi je te dis personnellement, si je dois comparer les deux escouades, c'est la défense qui m'impressionne encore plus. Alors on rappelle, Tom Allen, c'est un ancien coordinateur défensif d'Indiana qui avait été promu à l'époque pour remplacer le flop de l'ère Kevin Wilson. Donc voilà, il a eu le temps de la façonner aussi, mais on se rend compte, malgré la perte notamment des deux Johnson, qui étaient des cadres au niveau de cette équipe d'Indiana, derrière il y a des relais, des joueurs importants, Micah McFadden bien entendu sur le deuxième rideau, Tywone Mullen bien entendu également au niveau du backfield, c'est des joueurs cadres qui peuvent entourer, comme tu le disais, un groupe qui compte quand même pas mal de revenants en son sein. 18 titulaires comme je te le disais tout à l'heure, et il va falloir être bon assez vite parce qu'il démarre la saison dans un match intra-conférence eux aussi à Iowa. Ça c'est costaud, et en semaine 3 ils vont jouer face à domicile certes, mais face à la meilleure équipe du groupe of 5, Cincinnati. Donc c'est un calendrier qui est vraiment pas facile. Des déplacements on fait à Michigan, il y aura ce match, ce rivalry game à Purdue aussi en fin de saison. Et puis voilà, ils vont devoir se coltiner le calendrier intra-division Est. Je le disais tout à l'heure, c'est une division où on retrouve Michigan, qui reste quand même Michigan, on va en parler en quelques secondes, Penn State, Ohio State donc,
et des équipes qui commencent, qui recrutent bien. Maryland, on va aussi en parler. Donc ça, attention, voilà, il y a quand même ce risque. Il retombe un peu dans le ventre mou de la Big Ten parce que c'est pas une équipe qui a une tradition, une culture de jouer les premiers rôles traditionnellement dans la Big Ten. Indiana, c'est avant tout une fac de basket, pas une fac de foot. Mais ça commence à changer. Ça va peut-être changer d'ailleurs. Mais bon, faudra confirmer. Ils ont les éléments pour confirmer. 18 titulaires de retour. Maintenant, c'est sur le terrain que ça va se jouer, quoi. C'est sûr. On va parler d'une équipe qui a peut-être un peu plus la tradition justement des grands rendez-vous. Une équipe qui a connu un très très mauvais début de saison l'an passé et qui s'est bien repris finalement sur la fin de campagne, les Penn State Nittany Lions. Donc bilan très très mitigé la saison dernière. J'essaie de retrouver leur fiche. 4 victoires pour 5 défaites. Il me semble qu'ils avaient commencé par 0-4. 0-5 carrément. 0-5, ouais. Donc voilà, il a fallu le sursaut d'orgueil du côté de Michigan, notamment pour bien finir la saison du côté du programme coaché par James Franklin. Alors on sait il y avait quelques absents notables. Ils ont perdu notamment Noah Cain sur le jeu au sol. Il y avait pas mal de freshmen également qui avaient été lancés en grand bain. Est-ce que tu t'attends quand même malgré tout à un petit peu mieux de la part de Penn State, qui a perdu malgré tout quelques joueurs cadres, ne serait-ce notamment que leurs 2 pass rushers principaux, Shaka Toney et Jason Owie? Je reste sur ce que j'ai vu dans la dernière ligne droite de la saison. Comme on l'a dit, ils ont commencé 0-5, ça a très 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 mal démarré, mais derrière ils ont enchaîné avec 4 victoires et plutôt des victoires plutôt convaincantes. Michigan State, ils mettent 56 points à Illinois. Bon, ok, Illinois c'est pas la meilleure défense, mais il faut quand même les mettre, c'est 56 points. Puis voilà, j'ai trouvé qu'on avait retrouvé une équipe qui était dominante athlétiquement, une équipe qui exécutait beaucoup mieux le plan de match. Et bien qu'on se posait des questions sur James Franklin, sa gestion du groupe, on avait quand même l'impression que c'est une équipe qui sous-performait par rapport au bon recrutement de la fac ces dernières années. Je reste quand même sur cette note positive et sur ce momentum de la fin de la saison dernière. Je me dis que ça peut quand même être la saison où Penn State peut venir peut-être chatouiller un petit peu Ohio State. Est-ce que ce sera suffisant pour les renverser? Je suis pas encore convaincu. Parce que voilà, on a de l'expérience au poste de quarterback et des jeunes pousses au poste de running back qu'on a vu l'année dernière, de manière qui ont été plutôt très très bons. On a Devin Ford donc qui a été bon. Il y a Kayvon Lee notamment qui en fin de saison avait réussi plus de 130 yards face à Michigan. Il y a John Lovett qui arrive de Baylor, un running back plutôt expérimenté. Et puis il y a Sean Clifford, donc 3e année comme starter du côté du poste de quarterback. Il devrait être un peu plus constant dans ses performances. Et puis il y a quand même au poste de receveur un joueur qui est quand même assez intéressant. Peut-être un des tout meilleurs receveurs du pays, Jan Dodson. Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas dit Pat Fryermuth s'en va également, mais c'est vrai que Dodson Washington, ça avait donné un bon combo à la fin de la saison, à la réception. Et puis mine de rien, alors la ligne, faudra voir exactement comment ça se passe sur l'intérieur, mais c'est vrai que sur l'extérieur, notamment le duo Rashid Walker, Kaden Wallace, a priori c'est parti quand même pour être les 2 indéboulonnables du poste. Donc c'est vrai qu'en tout cas dans le domaine aérien, ça peut apporter certaines perspectives. Est-ce que tu fais partie quand même de ces gens qui sont assez sceptiques sur Sean Clifford? Ça a l'air d'être quelqu'un, sans mauvais jeu de mots, qui est très clivant. Est-ce que tu penses malgré tout qu'il a moyen de faire franchir un palier à cette équipe-là? Derrière, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je crois que le backup, c'est Taquan Robertson. C'est Robinson, je me rappelle plus. Robinson, je crois. Ouais. Puisque Will Levis est parti du côté de Kentucky, de mémoire. Exactement. C'est sûr que il peut être très bon, mais quand il est mauvais, il est vraiment très mauvais, quoi. C'est ça qui est un petit peu dérangeant. C'est pas ça qui est un petit peu dérangeant, mais il a plutôt bien terminé l'année dernière. Donc, écoute, il a quand même de l'expérience. Ça peut quand même l'aider à gérer cette saison qui va retrouver un peu de normalité, en fait. Voilà, et on sera très curieux de suivre également l'avancée un peu des lignes. Je parlais du pass rush tout à l'heure. Interrogation sur l'apport notamment d'Arnold Ebiketie, qui arrive de Temple pour épauler notamment Adissa Isaac. On l'avait dit, alors il y a Shane Simons qui est parti du côté, alors c'est Marshall, j'ai un doute, sur le programme qu'il a rejoint, Antonio Shelton également qui est parti pendant l'intersaison. Donc mine de rien, voilà, il va y avoir tous ces éléments-là, des jeunes joueurs également sur qui il va peut-être falloir compter, un Kim Beamon par exemple. Ça va pas être évident sur les tranchées de remplacer dans un premier temps.
Tu parlais du début de calendrier de la Big Ten. Là aussi, on a un déplacement assez sympathique pour le programme de University Park avec ce déplacement du côté de Wisconsin. Pour ouvrir la saison, il y a quand même mieux. Pour se tester encore plus dans les tranchées, Ouais. c'est pas mal. Il y aura Auburn en réception en 3e semaine. Et Indiana à la maison en 5e semaine. Iowa en déplacement en 6e semaine. Donc, si tu veux éviter un calendrier compliqué, ou en tout cas un début de calendrier délicat comme tu as pu connaître en 2020, va vite falloir se mettre en ordre. Vite. Par contre, c'est vrai que s'ils sortent, genre, imagine, ils sortent de cet enfer, on peut de le cet dire. enfer avec un bilan imagine, avec un bilan de 5-1, Mhm. ce qui serait très 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 bon. Là, par contre, ils seraient vraiment des candidats sérieux pour le titre de division Est, parce que c'est vrai que là, Wisconsin, Auburn, Indiana, Iowa, s'ils en gagnent 3 des 4, ce sera vraiment très très bon. S'ils gagnent les 4, là, ce sera vraiment très costaud avec ce match donc du 30 octobre à Columbus face à Ohio State. Donc. Ouais, j'insiste sur l'importance du jeu à la passe, que ça aussi, il me semble qu'on l'avait rappelé, mais changement de coordinateur offensif déjà à Penn State, hein, avec Mike Yurcich, qui a performé notamment, enfin en tout cas, qui a participé au sein des attaques d'Oklahoma State, de Texas l'année passée. Donc on est quand même porté sur un jeu assez aérien malgré tout. Exactement. Et la défense, on rappelle, hein, l'année dernière, c'était la pire défense de l'histoire du programme, mais ça a beaucoup mieux fini. Donc je reste sur cette note plutôt positive. Alors, est-ce que tu vas rester sur une note plutôt positive concernant les Michigan Wolverines, qui n'ont toujours pas fait de finale de conférence Big Ten, me semble-t-il, depuis l'instigation de cette finale qui remonte désormais à 2011. Donc, pas de Michigan pour l'instant en finale de conférence, et on n'est pas parti sur une bonne dynamique. On en avait parlé de mémoire, il me semble qu'on les avait mis aux portes de la preview, aux portes de notre top 25 dans le classement consensuel. Cette équipe de Michigan, beaucoup de points d'interrogation, notamment forcément le poste de quarterback, avec déjà cette interrogation. Qui de Ken McNamara, voire d'Alan Bowman arrivé de Texas Tech, va reprendre le rôle. Ça peut conditionner pas mal la saison des Wolverines et leur aptitude à rebondir après cet exercice 2020 un peu compliqué. Je l'ai pas dit, mais en termes de fiches, c'était 2 victoires et 4 défaites l'an dernier. On a l'impression qu'on fait la même preview chaque été. Greg, on se pose la question, mais qui sera le quarterback à se répéter, alors qui sera le quarterback? Puis comment ça se fait? Jim Harbaugh qui devait être justement celui qui a développé tant de quarterbacks, Andrew Luck notamment. Mais pourquoi est-ce que ça marche pas du côté de Michigan? Donc c'est vraiment, c'est vraiment voilà, c'est tout le temps la même histoire et ce sera encore le cas cette année. Hein, c'est vraiment qui sera le quarterback? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème de quarterback alors que on a embauché Jim Harbaugh pour justement sa capacité de développer des quarterbacks? Ken McNamara a été plutôt bon. Alors, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué l'an dernier au poste de quarterback. McNamara semble être celui qui a une légère avance sur les deux autres candidats. Donc Alan Bowman, tu l'as dit, l'ancien de Texas Tech, et la recrue J.J. McCarthy, qui est probablement le plus talentueux des trois, mais inexpérimenté. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'ils vont devoir beaucoup se reposer, à mon avis, sur le jeu au sol, et le départ de Zach Charbonnet à UCLA, je trouve, est assez embêtant. On a vu des bonnes performances de Hassan Haskins et de Blake Corum, mais pas de manière constante, on va dire. Et ça m'inquiète un peu plus. J'ai peur qu'on donne aussi les clés de l'attaque au sol à Donovan Edwards, donc le true freshman 5 étoiles. Imagine si on doit donner les clés de l'attaque à J.J. McCarthy et à Donovan Edwards, qui sont deux true freshmen. Ça va être compliqué parce que le groupe de receveurs, excuse-moi du terme, mais pour moi ils sont insipides. Ronnie Bell et Cornelius Johnson, ça t'inspire pas confiance. Non, ça m'inspire pas confiance. J'espère qu'ils vont me donner tort, mais non, je suis pas impressionné et très enthousiaste avec le groupe de receveurs. Très bien. C'est sûr que c'est un effectif assez dense, mais c'est vrai qu'en termes de production, pour l'instant, on reste un peu sur d'autres fins. Ouais, avec éventuellement Ronnie Bell en tant que numéro 1. Cornelius Johnson, il y a toujours ce gros potentiel, mais c'est vrai que pour l'instant, on attend d'en voir plus.
Voilà, même Tyden pour l'instant, Eric Hall, si on attend de voir en termes de production aérienne, ça fait un peu léger. Après, encore une fois, c'est pour ça qu'on avait fait venir David Gattis à l'époque. C'était pour apporter un jeu un peu plus vertical. Donc c'est là où il va falloir voir s'il arrive vraiment à développer le quarterback qui va être mis en place ou si en effet on va jouer un peu plus la sécurité et assurer un peu le jeu au sol. Il y a eu des départs encore notables sur la ligne offensive, notamment celui de Jalen Mayfield. Il y a quand même quelques jeunes dont on attend beaucoup, des Trevor Keegan, des Zach Zinter notamment, qui ont été des recrues assez importantes. Si déjà au niveau des lignes, Michigan arrive à se faire peut-être un peu plus respecter par les défenses adverses, ce sera une bonne chose, mais c'est vrai que le chantier me paraît assez vaste en attaque. Et j'ai presque envie de te dire, il est aussi conséquent en défense. On en avait un petit peu parlé la dernière fois. Première campagne sous Don Brown où ça a été une catastrophe permanente. Alors il y a quand même quelques motifs de satisfaction parce que Michigan a des grosses classes de recrues. On rappelle Aidan Hutchinson qui revient notamment. Après, est-ce que la ligne défensive ou en tout cas certains éléments un petit peu sexy, c'est pas l'arbre qui cache la forêt parce que derrière il n'y a pas grand-chose de rassurant. C'est ça le problème, c'est qu'on a individuellement des joueurs qui sont des vrais prospects NFL. On parle notamment de Chris Hinton sur la ligne défensive, Daxton Hill, l'ancien prospect 5 étoiles. On a Aidan Hutchinson, donc linebacker à l'extérieur, qui probablement sera aussi un choix intéressant dans la draft. Mais collectivement, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à évoluer. 34,5 points par match l'année dernière. On est vraiment là dans les bas-fonds de l'élite du college football. Et c'est ça qui est assez étonnant. On donne Brown viré, remplacé par Mike McDonald, qui était d'ailleurs, si je me trompe pas, le coach de linebacker chez le frère de Jim Harbaugh, donc à Baltimore. Là, c'est sûr que on espère vraiment une amélioration assez nette dans ce domaine-là, parce que on voit qu'on a pas mal d'interrogations en attaque. Si la défense sous-performe également, ils vont pas s'en sortir, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on a vu l'année dernière, qui était quand même la première saison avec un bilan négatif de Jim Harbaugh à Michigan, ça risque de faire back-to-back pour une deuxième saison négative, quoi. Ouais, et si on regarde niveau calendrier, alors il y a ça c'est pas dans le calendrier intra-conférence, mais il y a la confrontation contre Washington en deuxième semaine, qui peut être déjà un bon test, notamment pour cette attaque des Wolverines. Et puis, dans le calendrier intra-conférence, t'as un déplacement à Wisconsin qui va arriver assez rapidement. Le déplacement à Nebraska, ça c'est plus pour la symbolique des deux coachs, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. La réception d'Indiana, le déplacement du côté de Penn State, et en dernière semaine, on en parlait tout à l'heure, la réception d'Ohio State. Donc mine de rien, il y a la réception de gros poissons et puis des déplacements notamment à Wisconsin et à Penn State qui vont pas être simples. J'ai pas cité le déplacement à Maryland, mais à mon avis ce sera pas une promenade non plus. Ouais, on a choisi du côté de Michigan. Alors je sais pas si c'est pour des questions d'émolument ou si vraiment on continue de croire au projet de Jim Harbaugh, mais c'est vrai que le fait de l'avoir conservé, pour l'instant, on attend en tout cas d'en voir un petit peu plus de la part du programme d'Ann Arbor, parce que de ce sur quoi on est resté la saison passée, on pourra trouver le prétexte de dire oui, mais il y a eu la Covid, etc. J'ai pas dans l'idée que du côté d'Indiana, où on a changé certains membres du coaching staff, la Covid n'a pas posé de problème. J'ai pas dans l'idée que dans d'autres formations, ça n'ait pas été impactant également. Donc ça fait un peu peur. Ça pue quand même la fin de cycle du côté de Michigan, pour parler de manière un peu triviale. Non, mais c'est exactement ça. Et ouais, faudra respirer le sursaut d'orgueil, il faudra vite se remettre en confiance lors des 4 premières semaines, avec les matchs contre Western Michigan, Washington, Northern Illinois et Rutgers. C'est pas non plus un calendrier démentiel, en l'occurrence. On avait parlé de la conférence MAC, ça me paraît quand même relativement abordable. Donc voilà, mais ce sera quand même une grosse condition pour espérer voir mieux du côté de cette équipe de Michigan, et espérer la finale de conférence. Maintenant, ça me paraît au moins une fiche positive déjà, ce serait bien. Où on en est tombé du côté de Michigan. Tu vois, j'ai envie de dire au moins une fiche positive avec surtout du contenu. Je pense que après le scénario est ce qu'il est dans une conférence très homogène, mais si déjà on arrive à démontrer qu'il y a plus de potentiel que ce qu'on en voit malgré les grosses classes de recrues, ce sera déjà une bonne opération du côté de Ann Arbor. Ouais.
On termine avec les 3 dernières formations de cette division Big Ten Est et on commence par les Maryland Terrapins. Belle surprise de la saison passée. Maryland donc pour la 2e campagne de Mike Locksley qui ont terminé avec un bilan de 2 victoires et 3 défaites, donc pas non plus un échantillon extrêmement vaste. Alors statistiquement c'est pas fabuleux non plus, il y a quand même eu des rencontres assez intéressantes. Je pense à la victoire contre Minnesota, notamment en ouverture de la saison, 45-44. Il y a forcément eu ce succès convaincant face à Penn State à University Park, 35-19. On va dire que c'est une équipe qui continue de se construire, Maryland, notamment emmenée par cette attaque et ce duo très séduisant sur le papier, Tagovailoa-Jarrett. Ouais, c'est vrai que, écoute, je trouve que l'échantillon qu'on a vu l'année dernière était trop mince. Ils ont joué que 5 matchs puisqu'on sait qu'ils ont eu 3 matchs qui ont été 3 ou 4 matchs, 3 matchs qui ont été annulés en raison de la Covid. Voilà, et c'est une équipe on a une certaine petite hype autour parce qu'il y a 2 cycles de recrutement successifs plutôt réussis, avec notamment 2 prospects 5 étoiles, ce qui est quand même rare du côté de Maryland, on va pas se mentir. Rakim Jarrett l'année dernière, Terrence Lewis, le linebacker cette année. Malheureusement, Terrence Lewis, sa saison est bien compromise déjà en raison à cause d'une blessure du genou, si je me trompe pas. Alors, est-ce que ces recrutements successifs plutôt bons, est-ce que ça va se matérialiser par des succès sur le terrain en 2021 ? C'est un peu le défi, parce que les attentes sont quand même assez élevées du côté de Maryland. On sait qu'il y a la présence de l'équipementier local Under Armour, qui est vraiment là le gros équipementier qui est sur dans l'état du Maryland, qui a beaucoup investi sur Maryland, notamment en termes d'image. Ils veulent que cette équipe-là performe, et ils verraient quand même d'un assez mauvais œil d'être associé à un programme de loser, parce que pendant quand même quelques années, ça fait quand même un petit moment que Maryland n'a pas bien performé. Un seul bilan positif en match de conférence depuis 2006. Ils ont une fiche de 14-38 depuis leur entrée dans la Big Ten en 2014. Ils ont fait un seul top 25 finale depuis 2003. Donc on voit que c'est quand même une équipe qui a besoin vraiment de nettement s'améliorer, et Under Armour compte là-dessus. Et il y a une certaine pression quand même. Il y a une certaine pression sur exactement ce que tu as indiqué tout à l'heure, des playmakers en puissance que sont Taulia Tagovailoa, qui a un bras canon, qui est mobile, capable de prolonger les jeux grâce à ses jambes, qui a plutôt une bonne moyenne de yards à la passe. Ils ont été chercher un backup vraiment très intéressant qu'on a vu avec Antoine au printemps, Rhys Udinski, qui est le quarterback de VMI, qui a été vraiment un joueur explosif aussi, qui pourrait être vraiment intéressant, même s'il a une petite blessure au genou, mais normalement il devrait être le backup de Tagovailoa. Et puis voilà, il y a Rakim Jarrett, il y a Dante Dimus, il y a Jason Jones aussi, au poste de receveur, Marcus Fleming qui est un 4 étoiles qui arrive de Nebraska. Donc il y a vraiment où ce qu'il positionne des playmakers. Maintenant, il y a une certaine pression sur cette équipe, parce qu'elle va être vraiment scrutée. C'est l'équipe qu'on s'attend de voir nettement progresser dans la division Est. Et pourtant, il y a une O-line qui m'inquiète très sérieusement, et c'est un des gros problèmes, parce qu'ils accordent beaucoup de sacs, il y a beaucoup de pression laissée sur Tagovailoa qui peut se blesser. La run protection est vraiment pas terrible. Ça m'inquiète un peu, parce qu'on a beau avoir des skill players, s'ils peuvent pas s'exprimer parce que la ligne c'est un gruyère, ça m'inquiète un petit peu, je t'avoue. Oui, c'est ça. Bon, après, l'avantage qu'ils ont, c'est que, alors après, c'est toujours la même chose. Faut réussir à placer le curseur, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il y a toujours l'élément qui veut qu'on puisse se dire qu'avec des joueurs qui reviennent, éventuellement, il y aura un peu plus d'expérience. De mémoire, il me semble qu'il y avait quand même pas mal de sophomores dans cet effectif-là l'an passé. Donc, va falloir éventuellement que ça se jauge, notamment côté gauche, peut-être un Jalen Duncan encore pour progresser un peu. Mais c'est vrai que je te rejoins, ça fait partie de ces petits points d'interrogation. Et puis quand on voit qu'un Taulia Tagovailoa, mine de rien, ça peut rester inconstant sur la durée d'un match. C'est 7 TD, 7 interceptions l'an passé, donc c'est pas non plus d'une régularité folle. Le jeu au sol, va falloir trouver un nouveau maître à jouer avec le départ de Jake Funk. A priori, on devrait retrouver Tayon Fleet Davis, à moins que le plus massif Penny Boone reprenne la main. Mais tout est pas acheté, mais en tout cas, il y a quand même
voilà, ça se repose en tout cas sur des playmakers et pas forcément sur un collectif encore à l'heure actuelle. Mais ça, après, c'est à Mike Locksley de réussir à assembler tout ça. Encore une fois, alors voilà, c'est vrai que voilà, moi j'insiste sur Jarrett, notamment à la réception. Jason Jones ou Dante Dimas, oui, c'est sûr que ça peut être des solutions alternatives également dans le jeu aérien. Donc il y a quand même moyen d'avoir une attaque assez plaisante à regarder du côté de Maryland. Défensivement, j'avoue que pour l'instant, je reste un peu sur ma faim. On a toujours quelques éléments assez intéressants. Nick Cross ou Terry Steele sur le backfield défensif. Il y a quand même du mal. Alors tu le disais, ils ont eu ce petit coup dur avec Terrence Lewis, notamment sur le poste de linebacker. Mais pour l'instant, il y a quand même un certain déficit d'expérience, en tout cas de playmakers globaux sur cette défense des Terrapins. Notamment la défense contre la course, ça avait été terrible l'année dernière. Je pense que c'était 115e du pays avec 230 yards accordés. La défense aérienne était plutôt satisfaisante. Il y a des joueurs effectivement assez intéressants. Tarjib Steele, t'en as parlé. Voilà, je trouve que le talent, le talent est en défense et pas à la hauteur de celui de l'attaque, même s'il y a des joueurs très prometteurs, notamment, donc on en a parlé de Terrence Lewis, Brendan Jennings aussi qui est arrivé, le jeune freshman. Oui, j'ai pas cité Nazili Kite également sur le premier rideau, tout à fait, qui a su mettre la pression aussi. Donc c'est voilà, ils ont d'ailleurs changé de coordinateur défensif, puisque John Hawk est parti chez les Falcons, d'ailleurs que tu connais bien, je crois. Oui. Et puis l'arrivée, donc le retour de Brian Stewart, qui avait été déjà coordinateur défensif à Maryland. En 2012, de 2012 à 2014, ça n'avait pas été extraordinaire, mais bon, il connaît la maison, on va dire, même si la maison a pas mal changé depuis son premier passage. Voilà, c'est sûr que si défensivement, c'est une équipe qui parvient pas ils avaient quand même pris un 43-3 contre Northwestern l'année dernière, tu t'en souviens. Si c'est une défense qui parvient pas à élever son niveau de jeu, malgré une attaque qui est prometteuse, ça risque d'être encore une saison compliquée pour Maryland. C'est sûr. Alors, je regarde le calendrier rapidement. Ça commence avec un match contre West Virginia. Abordable, même si, attention, les Mountaineers, on en avait parlé défensivement, justement, ça peut avoir un petit peu de répondant. Après, leur début de calendrier, encore une fois, reste assez abordable. Howard à la maison, Illinois à l'extérieur, Kent State à domicile. Leur première confrontation ce qui sera en l'occurrence leur deuxième, ce sera la réception d'Iowa. Et après, c'est Ohio State et Minnesota à l'extérieur. Pour moi, ils seront favoris dans les 4 premiers matchs, donc mais derrière les 8 autres, ils seront favoris d'aucun de ces matchs-là. Et pour aller chercher un bowl, il faudra aller créer 2 surprises. Et je vois Michigan State et à Rutgers sont les 2 matchs que je vois comme des bons candidats pour aller chercher ces deux victoires. Mais le reste, ça va être compliqué. Après, Indiana, Penn State et Michigan à la maison, il peut y avoir upset. Encore une fois, c'est compliqué à dire. Ils n'ont pas été à la rue par rapport à Michigan l'an dernier. Mais sur ces 3 matchs-là, on n'est pas à l'abri d'une potentielle surprise avec des grosses guillemets du côté, sur le terrain des Terrapins, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je te rejoins, c'est sûr que va falloir s'employer en tout cas pour aller chercher cette fiche positive et pour renouer avec un bowl du côté de ce programme. On enchaîne avec Michigan State, année de transition à laquelle on s'attendait un petit peu. En 2021, après le départ plus ou moins surprise de Mark D'Antonio chez les Spartans. Alors on parlait de défense un petit peu en difficulté du côté des Terrapins. Je me permets de commencer là-dessus, Morgan, parce que autant offensivement, ça n'a pas été la balade au sein du programme East Lansing en 2020, c'est un euphémisme de le dire. Mais alors défensivement, on a rarement vu une escouade autant en difficulté, alors que Mel Tucker pourtant est un spécialiste défensif. Mais là aussi, il y a eu un changement de système. On est passé d'une 4-3 à une 4-2-5 et ça s'est pas fait sans dégâts. C'est certain. 35 points par match en moyenne, c'est catastrophique. On voyait pas du tout ça à l'époque de Mark D'Antonio. Et ce qui est pas très rassurant, c'est qu'en plus, ils ont perdu de sacrés leaders en défense. Naquan Jones sur la ligne défensive, Antoine Simmons au poste de linebacker et Shakur Brown au poste de cornerback. Donc en plus, il y a eu un exode massif de joueurs au cours de l'intersaison. Ils ont fait fonctionner le portail des transferts à plein régime. Et ils n'ont pas eu le choix. Ils ont pas eu le choix. Ils ont pas eu le choix. Je crois qu'ils ont eu près de 20 joueurs qui sont partis. Ils peuvent pas les compenser par des recrues parce qu'il y a un nombre limite de scholarship à donner à des recrues. Donc ils étaient obligés de passer par le portail des transferts. Et là, effectivement, ils se sont gâtés. Oui, j'ai plus joué. Je crois qu'il y avait 22 joueurs partis pour 15 arrivés.
un truc dans le genre, c'est quand même assez démentiel en l'occurrence. Mais voilà, tu l'as dit, il faut aussi ce qu'il faut pour essayer de lancer un petit peu le groupe avec quelques paris hein, défensivement. Si tu prends un Chester Kimbrough par exemple, qui n'avait pas suffisamment de temps de jeu, le cornerback du côté de Florida par exemple. Il y a un Drew Jordan qui arrive de Duke en ayant été un petit peu dans l'ombre des deux premiers pass rushers chez les Blue Devils. Il y a pas mal de paris. Après, c'est sûr que sur le papier, ça vend pas du rêve. Ça vend pas du rêve et je suis pas sûr que l'arrivée d'Anthony Russo au poste de quarterback, ça vende du rêve non plus. 26 titularisations à Temple. Pour toi, il est forcément titulaire ? Bah, pas sûr non plus. Il y a Peyton Thorne qui a joué, qui a un peu plus d'expérience dans les systèmes de MSU, qui est un peu plus mobile en plus que Russo. Mais ouais, ça fait pas forcément rêver. C'est sûr que peut-être l'arrivée intéressante par contre, c'est Kenneth Walker qui arrive de Wake Forest, qui avait connu 2 grosses saisons du côté de Wake Forest et notamment 17 touchdowns en carrière, donc en 20 matchs avec Wake Forest. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, le groupe de running back est volumineux, on va dire, hein, parce qu'il y a Elijah Collins, Jordan Simmons, Connor Hayward, des joueurs qui ont été titulaires lors de certains matchs. Donc là, on va avoir 4 running backs vraiment qui vont porter, à mon avis, l'attaque de Michigan State cette saison. Bah moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que j'attends de voir un petit peu ce que va faire Jay Johnson, le coordinateur de cette attaque, parce que c'est vrai que pour on va dire historiquement, hein, sous Marc Antonio, on avait quand même un jeu au sol assez marqué. Là, on a quand même une belle escouade de receveurs, parce que oui, tu le disais, Jayden Reed notamment, Jalen Naylor également, hein, qui a montré de très bonnes choses dans un profil un peu plus explosif. Ricky White, alors qui n'a pas forcément confirmé sa grosse prestation contre Michigan, mais dont on a vu que pour un simple freshman, il était capable de prendre feu sur une rencontre. Et puis j'oublie pas également Trey Mosley, qui a eu une blessure prématurée, mais dont on attend beaucoup également du côté d'East Lansing. Donc c'est vrai qu'on est peut-être parti également, et c'est là aussi où la question du quarterback va être prépondérante, entre Rousseau et Thorne, c'est de savoir concrètement qui peut réussir à faire fonctionner le mieux ce groupe de receveurs, ce jeu aérien, justement pour laisser du temps au jeu au sol de trouver une certaine carburation et un vrai numéro 1 que peut-être Elijah Collins s'il revient vraiment en pleine forme. Hein. On ne sait pas l'impact qu'a eu la Covid la saison passée, mais c'est quand même assez étonnant d'avoir vu la régression aussi impressionnante entre une saison à 1000 yards quasiment en 2019 et une saison à 2 yards par portée l'an passé. Et comme tu le disais, Kenneth Walker qui lui en plus peut apporter cette menace notamment dans la zone rouge. T'étais inquiet pour la O-line de Maryland, je le suis tout autant pour celle de Michigan State, et pourtant il y a de la profondeur et de l'expérience. Ouais, effectivement, c'est une équipe qui, ce sera vraiment la première vraie saison de Mel Tucker. Ça a été tellement faussé l'année dernière, mais il y aura ce match à Miami notamment. Est-ce que la O-line va tenir? Ils auront Michigan et Penn State à domicile. Est-ce qu'il y a la possibilité d'en remporter un des deux au moins? Mais c'est une équipe que je vois difficilement faire mieux que 4-5 victoires cette saison, quoi. Ouais, j'essaie de voir rapidement un petit peu le calendrier pour Michigan State. Ça commence à Northwestern. Sympa. Il y a un 3e match du côté de Miami. Alors ça, c'est plus pour le côté national. Et puis ouais, dans les confrontations, alors du coup, déplacement à Rutgers et à Indiana, réception de Michigan, déplacement à Purdue, déplacement à Ohio State, réception de Penn State. Ouais, ça va pas être bien simple. Saison à 2-5 l'an passé hein, pour Michigan State. Va falloir cravacher pour aller chercher au moins une fiche égale. Hein. Absolument. Voilà. Et puis on termine par une équipe. Alors apparemment t'es un believer, ça y est. Apparemment les trick plays sur l'équipe spéciale, ça t'a vendu du rêve. Les Rutgers Scarlet Knights. Du coup, c'est vrai qu'on a vu du mieux quand même. Alors c'était pas difficile, hein, vu les conditions dans lesquelles revenait Greg Schiano, hein, coach historique notamment du programme de New Brunswick. En attendant, fiche de 3-6, tu l'as dit, une équipe avec pas mal de panache, avec notamment des trick plays pour essayer de surprendre les adversaires. On a l'air d'avoir enfin un quarterback titulaire et quelques playmakers en attaque. Écoute, le boulot qu'il a fait, en un temps record, Greg Schiano, quand même, c'est assez incroyable. Il reprenait un programme qui était complètement dans les fins fonds de la Big Ten, qui gagnait plus un match. Là, ils en gagnent 3 l'année dernière. C'est quand même pas si mal. Et effectivement, il n'a pas fait le boulot tout seul, hein, parce que défensivement, c'est encore une équipe qui doit faire une grosse amélioration. Ils ont récupéré il y a eu quelques arrivées intéressantes
notamment Ifeni Maijeh de Temple Defensive End et Patrice René qu'on avait vu comme titulaire cornerback du côté de North Carolina. Mais écoute, en attaque, gros boulot de Sean Gleason quand même. Dès le premier match de la saison dernière, on avait pu voir un impact immédiat de l'ancien de Oklahoma State, si je me trompe pas. Donc écoute, étant donné le talent qui reste limité, sans être... sans trahir un petit peu, en étant assez transparent, c'est vrai qu'il y a un talent assez limité du côté de Rutgers. Si on a tout misé sur l'effet de surprise avec un playbook ultra créatif, ça c'est quand même ce qui est assez intéressant. Et il y a des joueurs qui ont émergé l'année dernière. Alors, est-ce qu'on verra Noah Vedral, l'ancien quarterback de UCF et Nebraska, qui est de retour cette année, ou est-ce qu'on verra Evan Simon, dont on dit beaucoup de bien, le redshirt freshman? On a plutôt un duo de running back complémentaire avec Isaiah Pacheco, qui est à quand même presque 1800 yards au sol et 14 TD en carrière. Il forme un bon duo avec Aaron Young, qu'on a vu l'an dernier aussi. Et puis, une des révélations de l'année dernière au poste de receveur, Bo Melton, qui a été quand même très bon. Il y a des joueurs intéressants, puis c'est la créativité de leur playbook qui effectivement rend les matchs de Rutgers super le fun. On avait vu ce match face à Michigan, qui était quand même en 3 prolongations, si je me souviens bien, qui était quand même super intéressant. Mais voilà, alors défensivement, il y a le retour du socle de la défense de l'année dernière, mais qui avait quand même pris beaucoup de points. Et en plus, le départ de Michael Drumfour sur la ligne défensive, c'est avec un pass rush qui reste quand même très limité. C'est une équipe que je vois quand même difficilement gagner plus de 4 matchs cette saison, quoi. Défensivement, pour moi, c'est léger. Ils ont un bon duo de linebacker, en effet, avec Fatou Casey et Fogg, mais alors le reste de l'escouade, c'est ouf. Ça va être compliqué. Va falloir s'accrocher encore une année en attendant que ce soit un peu mieux façonné, mais ouais, c'est sûr que sur les confrontations directes, face à des attaques bien huilées, en tout cas mieux huilées que l'an passé, ça peut être un petit peu compliqué pour les Scarlet Knights. Le calendrier rapidement que je regarde pour Rutgers, ouverture de la saison contre Temple. Il y aura un déplacement à Syracuse assez indécis malgré tout. On ne sait pas trop dans quel côté ça va pencher. Et puis première confrontation intra-conférence, ce sera du côté de Michigan avant de recevoir Ohio State et Michigan State. Va falloir quand même essayer en termes de contenu, de se rassurer au mieux pour pas traverser le calendrier Big Ten comme un fantôme. Ouais. On passe désormais à la Big Ten West. Et là, attention, gros chantier Morgan, j'ai presque envie de dire, comme d'habitude. Northwestern, donc champion en titre dans cette division. On rappelle d'ailleurs au passage que sur les 5 dernières saisons, c'est ou Wisconsin ou Northwestern qui a remporté donc la Big Ten West. Donc les Wildcats remettent leur couronne en jeu. Ça s'annonce pas bien simple pour le programme coaché par Pat Fitzgerald, parce que mine de rien, il y a eu quand même pas mal de départs. Il y a un changement notamment de quarterback, un départ donc de Peyton Ramsey. On a eu l'arrivée notamment de Ryan Ilinski en provenance de South Carolina. Est-ce que tu y crois, ou est-ce que tu crois par exemple au retour d'Hunter Johnson, ancien quarterback de Clemson? Commence à douter. C'est vrai que ce qu'il a démontré jusqu'à présent du côté de Northwestern nous laisse... On a déjà été plus optimiste. On a été plus optimiste. Et je me demande si Ryan Ilinski, qui arrive de South Carolina, il y a peut-être une petite longueur d'avance pour succéder à Patrick Ramsey. Bon, on sait que du côté de Northwestern, c'est pas vraiment le côté sexy qui fait la différence, et où les playmakers, on sait qu'il y en a pas énormément. C'est une culture plutôt de la combativité. Et tant que Pat Fitzgerald sera là, il en est à sa 15e saison, si je me trompe pas, c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter. Ils ont été quand même, c'est incroyable, ils ont quand même gagné 2 titres de champion de Big Ten West sur les 3 dernières saisons, pour un programme qui, on le sait, a d'abord recrute rarement des 4 étoiles, c'est plutôt basé sur des 2 et 3 étoiles, particulièrement en raison des critères académiques pour rentrer à Northwestern. On sait que c'est une fac qui a des standards académiques très élevés, comme d'autres facs comme Stanford, comme Vanderbilt ou d'autres facs au niveau du college football, au niveau de l'élite du college football. Donc ils doivent baser leur succès sur la cohésion d'équipe, le collectif avant tout, puis une combativité qui est vraiment à l'image de leur coach. Donc tant qu'il va être là, Pat Fitzgerald, quels que soient les noms, est-ce qu'il y a des noms moins ronflants, plus ronflants, je suis pas
plus que ça impressionné. Mais par contre, oui, il y a des joueurs qui produisent beaucoup, qui produisent quand même assez bien. On attend quand même aussi pas mal de la part de Cam Porter, le running back, 4 TD sur les 4 derniers matchs, notamment de la saison dernière. On sent que c'est lui qui va prendre la charge de travail au poste de running back. Donc voilà. Puis en défense, écoute, c'est sûr qu'il va y avoir des nouveaux visages, parce qu'il y a eu quand même des départs, notamment celui de Paddy Fisher, et de Black Gallagher. Mais encore une fois, voilà, il y a un Chris Bergin qu'on commence à voir en un potentiel leader sur le second rideau. Un pass rush qui s'annonce quand même assez prometteur avec Sandup Miller, donc qui avait opt-out l'an dernier. Et puis il y a Brandon Joseph, on parlait de playmaker et de joueurs qui sont des potentiels prospects NFL. Brandon Joseph, le cornerback, 6 interceptions en 2020, meilleur numéro 1 du pays dans ce registre. C'est intéressant, ils ont perdu Greg Newsome, c'est vrai, mais voilà, moi je pense que Northwestern, quoi qu'il arrive, c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter. Est-ce qu'ils peuvent conserver leur titre? Wisconsin est quand même bien armé, je trouve, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, écoute, j'ai pas forcément répété ce que tu as dit. C'est vrai que Northwestern, encore une fois, ça va être compliqué quand même de renouveler l'exploit de la saison dernière. Mais bon, c'est sûr que le programme coaché par Fitzgerald, pour l'instant, nous a habitués à nous faire mentir assez souvent. J'en parlais tout à l'heure. Du coup, réception de Michigan State pour commencer, ça reste quand même dans les cordes. Indiana State à la maison, Duke à l'extérieur, Ohio à domicile, et Nebraska à l'extérieur, suivi de Rutgers à domicile. C'est pas un calendrier foufou non plus, hein. Je vais pas jusqu'à dire qu'ils peuvent être à 6-0, mais pas loin. Et on va voir, ça va être une bonne façon, une belle opportunité de tester un peu la profondeur du programme après cette belle saison 2020, voir si effectivement ils ont la qualité pour pouvoir faire aussi bien. Tout à fait. C'est ça. Et au-delà des 6 premières rencontres, je regarde le reste. Alors, il y a le déplacement à Michigan et le déplacement à Wisconsin qu'il faut pas mettre de côté. Mais réception de Purdue, réception de Minnesota, déplacement à Illinois. Le calendrier, ça peut être un point positif en l'occurrence pour le programme d'Evanston. Mais ils vont devoir faire chuter Wisconsin. Ils vont devoir faire chuter Wisconsin. On va parler tout de suite d'ailleurs des Badgers avec les 3 principaux outsiders. Alors on commence par Wisconsin. Alors c'était pas forcément la principale menace de Northwestern la saison dernière, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est avec Northwestern une équipe qui se partage notamment le titre de division, et c'est vrai que tu en avais parlé notamment lors de la preview de Top 25. C'est une équipe qui a aussi été beaucoup impactée par la Covid, alors que pourtant le début de saison 2020 avait pas été mauvais. Donc très franchement, la question c'est de savoir à quel degré ça les a impactés. En tout cas, on n'a pas vu le même visage en début et en fin de saison. Toi, du coup, tu préfères a priori retenir ce qu'on en avait au début. Oui, parce que c'est une équipe qui a explosé en plein vol. Ils ont très bien démarré la saison. Tu te souviens, on avait été super enthousiastes après la première sortie de Graham Mertz en tant que quarterback titulaire. Il a mis une petite volée à Michigan. Ils avaient mis une volée à Michigan. C'était vraiment très très prometteur et on était enthousiaste par rapport à ce qu'on avait vu de Graham Mertz. Derrière, il y a eu une éclosion de Covid, puis littéralement le programme a explosé en plein vol. Ensuite, 3 défaites en marquant moins de 10 points. C'est tellement aberrant qu'on se dit que c'est pas quelque chose. C'est pas la réalité du programme de Wisconsin, ce qu'on a vu en fin de saison dernière du côté des Badgers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la recette sera toujours la même, sera grosse défense. On a encore le retour du coordinateur Jim Leonhard qui, voilà, lui c'est pareil, c'est les générations passent, mais le niveau reste le même. Et puis ça va être basé encore sur un jeu au sol plutôt solide. Je sais qu'on avait un petit désaccord sur Jalen Berger. Moi, je trouve que c'est un joueur qui peut vraiment emmener très très loin cette équipe de Wisconsin et qui peut justement rendre cette équipe assez difficilement défendable parce que il y a le retour de Graham Mertz donc au poste de quarterback qui est très très prometteur, peut-être le meilleur quarterback de la conférence, le plus doué en tout cas assurément. Je trouve qu'il y a un groupe de receveurs qui est extrêmement expérimenté, avec laquelle ça a fonctionné assez bien et tout de suite avec Graham Mertz, Danny Davis, Kendrick Pryor, le Titan Jake Ferguson. Et alors là, si on peut rajouter un Jalen Berger, le running back avec une grosse production offensive, waouh, c'est une équipe qui va être très difficilement stoppable parce que, écoute, la ligne offensive, c'est dans la pure tradition des lignes offensives de Wisconsin. Il y a Tyler Beach, Logan Bruce, l'arrivée du 5 étoiles Nolan Rucci, donc c'est vraiment, offensivement, si tout se passe bien,
je vois pas comment ils ne peuvent pas arriver en finale de conférence Big Ten. Alors juste, je précise, peut-être que je me suis mal exprimé, mais moi je suis totalement d'accord avec toi sur Jalen Berger. Ah bah si, j'avais un mauvais souvenir, pardon. Non, je te rejoins. Donc en plus, il y a quelques solutions en effet derrière. Il y a Isaac Garando et un autre running dont le nom ne revient plus. Julius Davis, ouais. Julius Davis, c'est ça, merci. Et donc ouais, non, franchement, il y a de quoi largement au niveau du jeu au sol retrouver les plus purs fondamentaux de Wisconsin. Ça, je sais pas si on peut être sur une échelle Jonathan Taylor parce que les standards étaient tellement élevés de la part du running back d'Indianapolis que voilà, c'est compliqué, mais en tout cas, oui, Jalen Berger, il y a quand même une belle base sur laquelle s'appuyer pour un joueur qui, sauf erreur de ma part, est seulement sophomore. Sophomore, exactement. Voilà, donc il y a de très bonnes choses à faire, encore plus en effet derrière une O-line d'un tel niveau et d'une telle profondeur. Défensivement, ouais, t'en parlais, il n'y a pas de gros noms. Éventuellement, oui, Jackson Bourne, en effet, qui revient comme leader défensif, l'inside linebacker. Ils ont un bon premier rideau, je trouve, avec là aussi pas mal de profondeur. Keanu Benton, notamment sur le milieu. Mais ouais, franchement, ça va être une équipe qui va être difficile à aller chercher. Dans la plus pure tradition de ces équipes de Big Ten, de toute façon, où on sait que voilà, va falloir essayer de marquer le maximum de points qu'on peut. Et si déjà on en marque 20, on sera très content de le faire. Parce que ouais, c'est une équipe contre laquelle va falloir vraiment bûcher très très clairement. Et Wisconsin a à cœur de retrouver sa suprématie, on dira au niveau de la division. Pour se distinguer, il faudra faire face, que je remette la main sur le calendrier, à Penn State en première semaine, j'en avais parlé tout à l'heure. Ils font quand même Penn State en première semaine, Notre-Dame en 4e, Michigan en 5e. Il va falloir que Graham Mertz soit très bon très rapidement, effectivement. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils reçoivent Iowa en 9e semaine et Northwestern en 11e. Leurs deux concurrents directs dans la division, effectivement. Voilà. Iowa, on va en parler tout de suite. D'ailleurs, pas beaucoup de changements. Alors si, il y a forcément quelques postes qui ont été impactés, mais en tout cas, on surfe quand même sur une bonne dynamique. La saison dernière, ça avait commencé par 2 défaites pour se terminer par 6 victoires, donc du côté d'Iowa, avec que je retrouve ça notamment des prestations assez abouties. Il y a une victoire notamment contre Wisconsin 28-7. Il y avait un succès référence également, des succès importants face à Minnesota et Penn State en déplacement. Donc on sent malgré tout qu'Iowa, il y a quand même une petite ossature qui commence à se mettre en place, enfin, en tout cas une dynamique assez conséquente. Et là encore, notamment, les clés de la réussite, c'est la défense et la O-line, un peu comme beaucoup de programmes voisins. Défense O-line, là on est dans le mode, on fait la preview de la Big Ten, mon vieux, que tu je te dise. Mais c'est sûr que ça va passer aussi par les performances de ce que moi je considère comme le meilleur running back à l'aube, en tout cas du début de la saison dans la Big Ten, Tyler Goodson. C'est vrai je suis tombé sur une stat qui est assez incroyable, c'est que Iowa possède un bilan de 51-6 lorsque les Hawkeyes ont un coureur avec plus de 100 yards dans un match. Et à l'inverse, lorsque ça n'arrive pas, ils ont un bilan de 2-15. Donc très clairement, voilà, c'est une équipe qui est orientée au sol et que lorsque leur meilleur joueur au poste de running back performe, c'est une équipe qui va gagner ses matchs. C'est ce qu'on avait vu notamment l'année dernière en fin de saison, tu l'as dit, avec ses 6 victoires. Et dans ces 6 victoires, Tyler Goodson avait joué un rôle essentiel. Plus de 5 yards par course, 7 TD, enfin voilà, c'est un gros coureur. Si ça se passe bien pour lui, il va concentrer l'attention de la défense adverse et ça va donner pas mal d'espace pour un joueur Spencer Petras, qui a joué plutôt son meilleur football, on va dire, en fin de saison dernière. Ça avait été inquiétant au début de l'année, mais ça a très bien fini. 6 TD, une interception. Une intersaison en plus complète. Ça pourrait peut-être devenir une des belles surprises de la saison parce que même s'il y a eu les départs de Ihmir Smith-Marsette et Brandon Smith au poste de receveur, on a vu des joueurs comme Tyron Tracy, on aura le retour de Nico Ragaini qui avait pas joué je crois l'année dernière. Et puis surtout arrive Keegan Johnson, meilleur receveur des lycées du Nebraska. Donc c'est une équipe qui pourrait... Ah, il y a toujours comment il s'appelle, Sam Laporta aussi, le Titan. Oui. Écoute, si Tyler Goodson vraiment performe comme je l'attends, c'est une équipe qui pourrait être un peu plus équilibrée dans son style de jeu offensif et qui pourrait créer des surprises parce que voilà, la O-line, tu l'as dit. Quand on a un joueur comme Tyler Linderbaum qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de ligne offensive du pays cette saison, c'est sûr que ça va falloir la bouger cette O-line, quoi. Ah oui, je pense que là, ouais, va falloir voir ce que ça peut donner dans le processus draft. Pour ceux qui l'ont jamais vu jouer,
il déménage. Hein. C'est un monstre. Je vais pas dire nouveau Quentin Nelson à venir, mais des O-line qui bougent comme ça, en tout cas qui te secouent de la viande de la manière dont il le fait, c'est assez impressionnant. Surtout pour un joueur qui snappe le ballon juste avant, hein, et quand même, on sent que c'est quand même un beau bestiau. Oui, non, après les clés on les a données. Défensivement, t'as quand même 2 pertes importantes sur la D-line avec Chauncey Golston et Devion Nixon qui ont rejoint la NFL. Mais encore une fois, on sait que Iowa, que ce soit en attaque ou en défense, il y a un tel renouvellement de talent. Les tranchées, ça reste un secteur maîtrisé et adulé par Kirk Ferentz. Donc je suis pas sûr qu'il faille forcément s'alarmer pour ça en l'occurrence. Faudra voir éventuellement comment des jeunes joueurs comme Joe Evans par exemple ou Noah Shannon peuvent prendre la relève. Mais en tout cas, ça présage de bonnes choses pour cette équipe d'Iowa si tout répond comme il faut. Il y a ces 2 premières semaines, en tout cas, qui vont pas être à prendre à la légère. Réception d'Indiana, on en avait parlé tout à l'heure. Déplacement à Iowa State, ça c'est plus d'enjeu national, mais on avait parlé du niveau des Cyclones. Désormais, maintenant, c'est considéré comme un choc. C'est un super match. Ça va être un super match, hein, le fameux El Asico, comme je le disais. 2 équipes qui pourraient vraiment être de potentielles équipes du top 15 hein, à la fin de la saison. On a rarement vu ça du côté de l'Iowa pour cet affrontement annuel. Et au niveau calendrier, alors ils reçoivent Penn State, ils reçoivent Purdue, Minnesota. Ils se déplacent à Wisconsin. Et voilà. Et là, ça pourrait être c'est ce qui pourrait faire la différence à la fin de la saison. On rappelle que c'est la défaite en 2e semaine, je crois, contre Northwestern qui leur avait fait mal justement dans l'obtention du titre de division l'an passé. Exactement. Donc c'est jamais anodin ces rencontres face aux Wildcats. On termine avec le 3e larron, le 3e outsider de cette Big Ten West, puisqu'on va parler désormais des Minnesota Golden Gophers, auteurs d'une fiche de 3 victoires et 4 défaites l'an passé. Saison plus en retrait pour les joueurs de PJ Fleck après leur campagne quasiment irrésistible en 2019. Alors on l'a dit, il y avait eu beaucoup de refontes, notamment en défense. Après, quand on regarde sur le papier, il y a beaucoup de retours et donc du coup, pas mal d'espoir, mine de rien, de repartir du bon pied. Exactement. C'est sûr que saison décevante, hein, on va pas se mentir. L'an dernier, après avoir flirté avec la finale de conf en 2019, là ils finissent avec 3-4 et puis vraiment au niveau de ce qu'on a vu, c'était pas terrible. Alors eux aussi, ils ont été frappés dur par la Covid. Ils ont quand même joué un match, je sais pas si tu te souviens, mais ils ont quand même joué un match avec 33 joueurs forfaits en raison de la Covid. Donc voilà, leur bilan de l'année dernière, j'en tiens pas vraiment compte. Même recette, hein. Eux aussi, un jeu au sol renforcé autour de Mohamed Ibrahim, leur excellent running back, une ligne offensive plutôt robuste et talentueuse. Et puis, j'en parlais un peu plus tôt, Tanner Morgan au poste de quarterback, qui dans un bon jour, on l'avait vu notamment en 2019, dans un bon jour, il peut battre n'importe quelle défense. Et ça, c'est un point extrêmement positif. Par contre, le groupe de receveurs, il tarde un petit peu à se développer. On a un Chris Ottman-Bell qu'on a vu faire de bonnes choses l'an dernier, mais il va falloir... C'est vrai qu'on a été habitué à avoir des très bons receveurs ces dernières années, donc peut-être que ça fausse un peu notre jugement, mais il va falloir qu'il y ait des cibles qui se développent pour Tanner Morgan, sinon on risque d'avoir un jeu un peu trop unidimensionnel autour de Mohamed Ibrahim. C'est sûr, en effet. Défensivement, du coup, est-ce que tout te rassure? Parce que du coup, on a pas mal de joueurs qui reviennent, hormis en effet le départ notamment de Benjamin Saint-Just vers la NFL. On attend peut-être d'en voir un petit peu plus de ce groupe-là. Alors, il y a peut-être un Boy Maffei notamment qui a montré quelque chose l'an passé. Pour le reste, ça me semble encore un peu tendre. C'est un peu tendre, mais il y a eu du mieux. C'est vrai que statistiquement, ça paraît pas terrible, mais il y a une surreprésentation des 2 premiers matchs qui avaient été catastrophiques. 94 points encaissés face à Michigan et Minnesota. Plus de 1000 yards, c'était 1100 yards, je l'avais noté. Derrière, ensuite, le coordinateur défensif, Joe Rossi, a vraiment simplifié les schémas défensifs et les choses sont rentrées dans l'ordre. Ils ont été nettement meilleurs sur la fin de la saison. Ils vont probablement continuer sur ce momentum. Mais effectivement, c'est un peu tendre. Le départ de Benjamin Saint-Just, notamment dans le backfield défensif, va être vraiment coûteux. Ça va être difficile à remplacer. On voit qu'il y a eu aussi là peut-être une petite baisse de niveau, de talent en tout cas,
au niveau de la défense. Mais je suis un peu plus optimiste de ce que j'ai vu en fin de saison dernière. En tout cas, Minnesota, hein, c'est vraiment l'une des équipes les plus expérimentées de la Big Ten. Si le talent n'est pas aussi bon que celui qu'on avait vu en 2019, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience et on sait que cette saison, l'expérience, ça va être très important après la saison dernière qui a été si particulière. Et tu en avais parlé, mais alors vraiment le retour de Mohamed Ibrahim, pour moi, a fait le plus grand bien à ce programme. Je pense que ouais, là on est quand même, ça fait partie d'un des tout meilleurs running backs, si c'est le meilleur running peut-être de la conférence, donc à mon avis personnel en tout cas. Et ils ont une tellement belle occasion de frapper très fort tout de suite avec ce premier match face à Ohio State que c'est tentant de se dire waouh, s'ils pouvaient gagner ce match-là, ça y est, ils retomberaient dans le mode 2019. Ouais. C'est ça. Je l'ai pas dit, ils ont pas une ligne mauvaise du tout. Hein. En l'occurrence, Faal Alley est revenu, Connor Olson est de retour également. Sam Schluter côté gauche, ça peut faire le boulot. Donc, je pense que dans les tranchées, ils ont moyen de se faire respecter quand même malgré tout. Hein. Et pour le coup, contre Ohio State, ce sera un bon test d'entrée face à leur pass rush. Mais oui, je te rejoins. C'est vrai que c'est une bonne mise en bouche déjà dès la première semaine, cette réception des Buckeyes, dans laquelle ils seront clairement pas favoris. Mais ouais, sait-on jamais, sur un bon momentum, c'est parfaitement une équipe qui est capable de poser des problèmes à Ohio State. On les donnait pas favoris il y a 2 ans contre Penn State et on a vu que ça s'était très bien passé à l'époque pour les Golden Gophers. Leur calendrier général après Ohio State, il y a Miami, Ohio à la maison, Colorado à l'extérieur, Bowling Green à domicile. Ça reste abordable malgré tout. Hein. Oui. Ensuite, ils auront un déplacement à Purdue sur les principales rencontres à domicile. Il y a Nebraska, Maryland, Illinois et Wisconsin pour finir la saison. Ouais, les 3 premiers me paraissent abordables. Wisconsin, faudra voir. On sait que justement, lors de leur bonne campagne 2019, ils étaient longtemps en tête de division et c'est justement de mémoire la défaite contre Wisconsin à domicile qui leur fait perdre le privilège le rivalry game de jouer à Ohio State. La plus ancienne rivalité du college football, comme on le rappelle cette année, chaque année. Et déplacement quand même à Northwestern, Iowa et à Indiana, donc va falloir aller tenter de chercher quelques résultats probants en déplacement pour le programme de Minnesota. On termine donc avec les 3 dernières formations de la division Ouest. À commencer par Purdue, petit point d'interrogation sur les Boilermakers en l'occurrence, une fiche de 2 victoires et 4 défaites l'an passé. Ça commence à devenir un petit peu inquiétant, Morgan. On va rentrer dans la 5e saison de Jeff Brohm, 3e saison de suite avec un bilan négatif, et surtout pour un spécialiste offensif, on n'a pas forcément beaucoup de repères au niveau de cette attaque et au niveau du poste de quarterback, si tu me permets. C'est sûr que là, la pression va être forte sur Jeff Brown. 6-12 lors de ces 2 dernières saisons. Ça avait plutôt démarré de manière positive. Là, ça plafonne un petit peu. Pourtant, l'identité du programme, elle est assez claire. Hein. Tout pour l'attaque, notamment l'attaque aérienne. Mais il y a des départs. Il y a le départ de Rondale Moore, bien sûr. Au poste de quarterback, tu disais, petite incertitude. On pensait que Jake Plummer, c'était celui qui allait vraiment faire franchir un cap à cette équipe de Purdue. Il a fait 0-3 comme starter l'an dernier. Puis du coup, on a vu Aiden O'Connell qui a fait un peu mieux. Donc là, on est dans l'incertitude. On va voir ce que ça donne. Ils ont quand même perdu Rondale Moore, mais il y a quand même David Bell. David Bell qui est... c'est 139 réceptions et 15 touchdowns en 2 ans. C'est du costaud. Hein. C'est peut-être... on sait qu'il y a d'excellents receveurs du côté d'Ohio State. Lui, il est dans ce registre-là. Donc il est très 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 bon. Il y a Milton Wright, il y a TJ Sheffield. On a Jackson Anthrop pour sa 28e saison qui est de retour aussi. Donc le problème c'est la ligne offensive, quoi, parce que ça reste encore en chantier et on a été obligé d'aller chercher même un certain nombre de joueurs sur le portail des transferts parce que écoute, le running game a été horrible l'an dernier, en grande partie à cause de la ligne offensive qui était vraiment qui a sous-performé, quoi. Et
Et si l'attaque ne produit pas, étant donné que c'est pas vraiment le point fort, la défense, ça va être compliqué pour eux, quoi. Pourtant, ils ont George Karlaftis qui est plutôt un prospect NFL, mais c'est à peu près l'arbre qui cache la forêt, quoi. Bah, moi, c'est un peu le problème, si tu veux. Alors, c'est encore plus symbolisé par le départ de certains cadres en défense, c'est que, mine de rien, quand tu regardes cette équipe, tu te dis, ok, il y a un super joueur en attaque, et on essaye de faire un peu au mieux autour, et en défense, il y a un super joueur, et tu essaies de faire un peu ce qu'il y a de meilleur autour. Donc c'est un peu, t'as l'impression que c'est un peu une équipe d'à-coups. C'est une équipe d'highlights, c'est une équipe qui va t'en mettre plein les mirettes sur certaines occasions. Et puis d'un point de vue global, t'as un peu peur de rester sur ta faim. Alors c'est vrai que j'avais parlé notamment d'Iowa qui avait commencé par 2 défaites l'an dernier avant de se reprendre. Purdue, ça a été le scénario totalement inverse l'an dernier, c'est-à-dire qu'ils ont bien commencé avec notamment la victoire contre Iowa à domicile. Et après, c'est vrai qu'il y a des défaites, pas toujours des volets, hein. C'est des équipes qui restent dans les matchs. Ils perdent d'un TD contre Northwestern, contre Minnesota. À Minnesota, ils passent pas loin non plus. Mais ouais, tu as du mal à sentir ce sursaut d'orgueil. Alors certains diront, c'est sûr que le côté je joue pas de Rondale Moore, je me mets en retrait, finalement non, finalement je suis blessé, finalement je rejoue. Ça a peut-être pas forcément aidé, mais ouais, on ressent pas un jeu au sol aussi dominant qu'il y a quelques saisons. Tu le disais, il y a notamment une ligne offensive qui est en difficulté et il y a une défense globalement où on se demande si elle est capable de ne pas concéder au moins 30 points par match. Et c'est pas forcément ce qui a sauté aux yeux sur la deuxième partie de la courte saison 2020. Donc on attend d'être rassuré, mais c'est pas forcément, l'optimisme n'est pas débordant quand on voit en plus que la division est quand même hyper homogène et que le moindre match perdu peut entraîner vers les bas-fonds. D'ailleurs, défensivement, c'est tellement mauvais qu'on en est à 3 coordinateurs défensifs en 3 saisons, hein, puisqu'on a encore changé cette année. Mais c'est sûr que voilà, une non-participation à un bowl serait vraiment ressentie comme un échec, et Jeff Brom serait sur la chaise chaude a priori. Tout à fait. Il y a de la chance cette année, il sera peut-être tranquille. On enchaîne avec Nebraska. Sans transition, bien entendu. Oh, bah tiens. Les Nebraska Cornhuskers. Alors, je parlais de saison un petit peu compliquée et de fiches négatives en cascade. Scott Frost, c'est un peu la même dynamique du côté de Nebraska. On a clairement du mal à trouver la clé du côté des Cornhuskers, pardon. C'est mieux dans ce sens-là. Notamment offensivement, là aussi, un secteur où on était censé attendre Scott Frost. Grosse déception. Avec un Adrian Martinez pour l'instant dont on voit pas grand chose et notamment des départs assez massifs sur les skill positions. Écoute, Adrian Martinez pour moi c'est une énigme totale. C'est un quarterback de 4e année, il est capable d'enflammer un match comme de briller par son inconstance et sa médiocrité, c'est assez étonnant. Et d'ailleurs, l'année dernière, il avait même été benché, hein, si tu te souviens, remplacé par Luke McCaffrey, qui finalement a filé du côté de Louisville. Pour moi, c'est la clé de cette attaque parce que les running backs, les receveurs qui ont un certain talent, mais ont beaucoup de choses à prouver. D'ailleurs, tout ce monde-là pourrait être bousculé par l'arrivée d'un All-American FCS, un Samori Touré qui arrive de Montana, qui est un joueur absolument à découvrir, un slot receiver de grande taille qui a vraiment tout détruit du côté de la FCS. C'est peut-être lui qui va vraiment redynamiser le secteur offensif et le jeu aérien de Nebraska cette saison. Mais ça va passer par un Adrian Martinez un minimum constant parce que sinon ça va être compliqué. D'ailleurs, l'attaque est tellement décevante que je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'est la défense qui porte l'équipe ces derniers temps, ce qui est quand même assez étonnant. Et on aura encore le cœur de cette défense 3-4 sera de retour cette année avec notamment 6 joueurs super seniors qui sont plutôt intéressants et vraiment on a vu sous nos yeux évoluer l'identité de cette équipe de Nebraska en une équipe qui devait être une explosion offensive dans une équipe qui gagne ses matchs par la défense. C'est ça, c'est un peu le paradoxe, mais après il faut savoir jusqu'à quand ça peut durer. Je te rejoins. Alors, c'est sûr qu'Adrian Martinez va falloir rectifier ses pertes de balles, notamment il y a un backfield offensif extrêmement jeune pour avoir fait la preview sur le site. Hormis Marquis Stepp qui est lui-même sophomore et qui arrive de USC, il y a quasiment que des freshmen. Ouais, c'est un bon quand même. Hein. Marcus Stepp, il avait fait quelques belles performances du côté de USC. C'est vrai que s'il explose, s'il joue à son plein potentiel, ça peut vraiment être une super recrue pour Nebraska. Et même sur la O-line, alors
il y a des jeunes joueurs qui ont l'air très aguerris. Je pense à un Cam Jurgens, par exemple, qui est déjà très abouti sur le poste de centre. Un Turner Corcoran sur le poste de left tackle, qui était une recrue 4 étoiles de mémoire. Donc, c'est pas parce que le groupe n'est pas composé de vétérans que forcément il n'y a pas de la qualité intrinsèque. Mais en tout cas, pour réussir à encadrer un Adrian Martinez qui est pas très très rassurant, il y a mieux. Et oui, je te rejoins en défense. Oui, voilà. Là, au moins, il y a un peu plus de stabilité. Ça manque à mon goût de playmaker, mais peut-être qu'avec une année supplémentaire, il y aura peut-être plus de possibilités, notamment pour des Cam Taylor ou des Jojo Doman, notamment, de faire un peu plus mouche, de provoquer peut-être un peu plus de pertes de balles. Ce qui a peut-être pas forcément été le cas, notamment l'an dernier quand Nebraska en avait le plus besoin. Le calendrier rapidement de Nebraska, avant qu'on termine par la sensation Illinois. Ça commencera justement par un déplacement chez les Fighting Illinois. Réception de Buffalo, déplacement à Oklahoma et déplacement à Michigan State pour démarrer. Donc voilà, après j'essaie de voir les matchs à domicile. Parce que ce que j'aime pas dans le calendrier, c'est qu'en match crossover, ils se tapent Ohio State et Michigan, quoi. Et ça, c'est pas cadeau. À domicile, c'est simple, ils prennent Northwestern, Michigan, Iowa, Ohio State. Donc si déjà tu ne gagnes pas au moins un des 4, c'est compliqué pour le reste, sachant qu'encore une fois, tu te déplaces à Oklahoma, tu te déplaces à Wisconsin. À Oklahoma, là, c'est une belle, un beau revival de l'époque Big 12. Il y a possible de voler. Ils peuvent prendre cher, là. Ils peuvent prendre cher. On le dit clairement, il y a possible de voler. On termine par Illinois. Gros point d'interrogation sur les Fighting Illinois, qui ont donc débarqué Lovie Smith pendant l'intersaison pour le retour d'une autre figure bien connue du foot américain, du foot nord-américain, plus spécialisé en l'occurrence sur le foot universitaire. Brent Bielema, ancien head coach de Wisconsin, qui était au niveau du coaching staff des Patriots, je crois, ces dernières années, fait son retour donc fracassant dans la Big Ten pour gérer Illinois. Et alors, j'avoue, Illinois, c'est donc 2 victoires et 6 défaites l'an dernier, donc c'est loin d'être fabuleux, hein, forcément. Ça reste dans les bas-fonds de la Big Ten ces dernières années, malgré un léger sursaut, on s'en rappelle, la fin de campagne 2019. 2019, vous avez fait un bowl game. Exactement. Avec des matchs absolument détonnants, on se rappelle de ce match contre Michigan State. Ma question est donc la suivante, est-ce qu'on doit s'attendre forcément à une première année pleine de souffrance pour Brent Bielema, ou est-ce que pour toi, le groupe peut lui permettre en tout cas de jouer des coudes avec certaines autres formations? Je crois que oui. Je crois que oui. Des 15 titulaires de retour et des joueurs qui vont vraiment bien matcher avec son style de jeu. Alors on sait que son style de jeu, il est basé sur 3 choses, hein, Brent Bielema. C'est Smash Mouth Football et Smash Mouth Football. Donc c'est intéressant. Ça va frapper très fort. Ligne offensive robuste. Et ils ont des joueurs comme Vederian Lowe, Alex Paslewski qui peuvent être assez intéressants. Et je trouve qu'au poste de running back, ils ont vraiment des joueurs qui peuvent être aussi intéressants. Chase Brown, l'ancien d'Arkansas, Chase Hayden, et Reggie Love III qui est de retour aussi. Je me dis qu'il a quand même... Alors c'est sûr qu'on est loin du niveau des joueurs qu'il avait à sa disposition lors de son passage à Wisconsin. On me rappelle qu'à Wisconsin, il avait quand même fait 3 Rose Bowl consécutifs au début des années 2010. Mais il y a des choses assez intéressantes dans son système de jeu. Et puis ce qui est super intéressant, je trouve, pour Brent Bielema, c'est que il a un quarterback qui est mauvais à la passe, et ça c'est parfait pour lui. Comme ça, il a pas de dilemme concernant le style de jeu. Il sait qu'il va y aller avec le jeu. Peters, voilà, exactement. Il sait qu'il va y aller avec son système de base, un jeu au sol renforcé. Je suis un peu vache avec Brandon Peters. Oui, t'es un peu sévère quand même. 3 TD, 0 interception, mais c'est sûr qu'il a pas forcément il a pas vraiment rassuré. Il y a Arthur Sitkowski qui arrive de Rutgers pour la petite blagounette. Tout à fait, donc là c'est parfait pour Brent Bielema, tout ça. Voilà. Donc non, mais défensivement en tout cas, je trouve qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter justement cette solidité, ce côté vraiment combatif dont tu parlais. Le retour de joueurs cadres comme Jake Hansen, Sidney Brown notamment, Owen Carney également sur le pass rush. Et je pense que c'est une équipe qui aura à cœur également d'être vraiment visible cette saison, notamment pour avoir une pensée pour Bobby Rentry. Je sais plus si on en avait parlé dans l'émission. Ouais. Le pass rusher de 23 ans qui est décédé il y a quelques semaines de ça suite à sa paralysie liée à son accident de bateau, je crois. Exact.
Voilà, donc bon, ce sera aussi un moyen de mettre un petit peu plus Illinois en évidence dans un calendrier qui s'annonce pas simple. Alors, il y a ce fameux match d'entrée contre Nebraska, match qui devait avoir lieu à Londres, hein, je le rappelle, hein, mais qui finalement en raison de la crise sanitaire a été replacé du côté de Champaign. La réception du UTSA, attention quand même. Déplacement à Virginia et réception de Maryland. C'est des matchs très difficiles à analyser parce que c'est des matchs à la fois prenables, mais en même temps, tu te dis franchement, s'ils perdent, il n'y a pas scandale. Et c'est ça, ce début de calendrier, il est vraiment crucial parce que ça peut soit lancer l'équipe sur une vibe super positive. Imagine, ils sortent de ces 4 matchs qui sont, comme tu l'as dit, jouables. S'ils sortent avec un bilan genre 3-1, là, tu te dis, waouh, c'est une équipe qui peut aller chercher un ball game. Par contre, s'ils sortent de ça avec un 0-4, alors là, ça peut enterrer la confiance de l'équipe, quoi. Parce qu'après, t'as de la réception de Wisconsin, du déplacement à Penn State, du déplacement à Minnesota, du déplacement à Iowa également, réception de Northwestern pour finir. Donc, va falloir se mettre en jambe assez rapidement pour les joueurs de Champaign. On fait une petite parenthèse chaise chaude. Alors du coup, il y a 2 gros candidats, sans trop de surprise. Je crois savoir que tu es parti plutôt du côté d'Ann Arbor. Ça va finir par se voir. Franchement, Jim Harbaugh, il a conservé son poste cette saison, probablement parce que le contexte de la pandémie mondiale et les restrictions budgétaires faisaient que Michigan, on n'avait pas trop envie de lui payer les énormes indemnités de départ. Mais écoute, pour l'instant, c'est un gros flop, Jim Harbaugh. Puis comme on l'a dit tout à l'heure dans la preview, on est quand même pas super optimiste pour cette équipe de Michigan. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas perdu contre Ohio State l'année dernière, parce que le match a été annulé. Parce que sinon, c'est 0-4 de Jim Harbaugh face à Ohio State. On sait que c'est quelque chose de très important d'aller rechercher une victoire du côté face au rival Ohio State et le gap est énorme entre les deux programmes. On a vraiment Ohio State qui est en route pour le top 4, en route pour les playoffs et Michigan qui est encore à se demander s'ils vont avoir un quarterback décent pour démarrer la saison. Donc c'est quand même assez incroyable. Je me dis qu'à un moment donné, même s'il a été prolongé jusqu'en 2025, c'est peut-être ce qui va le sauver. Mais waouh, s'ils font une saison, imagine, ils font une saison à 4-8 par exemple, je vois pas comment il peut rester à son poste, quoi. Ouais, enfin, même à 6-6, encore une fois d'un point de vue contenu, si c'est vilain, ça va être compliqué de le conserver. J'avoue, encore une fois, c'est difficile de faire aussi énorme que Michigan, mais Scott Frost à Nebraska joue gros quand même. Il joue très gros. Parce que il y a le côté ancien joueur de l'université, le côté on a un petit peu plus de temps qu'à Michigan parce que Nebraska depuis peut-être Bo Pelini c'est plus aussi transcendant qu'avant. Et pourtant c'est un énorme programme, hein. L'engouement des fans, la pression. C'est un peu le Green Bay du college football. Exactement. Comme souvent, il n'y a aucune équipe professionnelle dans le Nebraska, hein. Donc les Cornhuskers, c'est vraiment l'équipe locale. Et on s'attend à ce que cette équipe qui a eu un passé, on en a souvent parlé tous les deux dans certaines de nos émissions, qui a un passé glorieux, ça commence à faire long, hein. On se moquait beaucoup de Bo Pelini et ses bilans de 8-4, 9-4 chaque année. Bah écoute, on serait bien content de terminer à 9-4 cette année, donc c'est ça. Il faut que ça change et Scott Frost, je suis d'accord avec toi. Attention. Et une petite pièce sur Jeff Brom, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Ouais. C'est parmi les 3, c'est peut-être celui qui a le plus de chances de dégager dès la saison prochaine. Ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense, en effet. Ta finale de conférence, du coup, Morgan, laquelle est-elle ? Dans l'Ouest, ce match entre Wisconsin et Iowa, pour moi, va être décisif. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait que ce soit du côté de Wisconsin fait que je vais choisir Wisconsin champion de l'Ouest. À l'Est, je vois pas comment Ohio State peut être écarté du titre cette année. Écoute, je vais pas faire un faux suspense. J'y suis allé avec Ohio State, Wisconsin également, un remake en l'occurrence. Est-ce que tu irais plutôt du coup côté Buckeyes ou côté Badgers ? Côté Buckeyes. Ce seraient les Buckeyes pour moi également. Que d'originalité dans cette Big Ten.
Ah mais il y a un grand favori, on va pas se forcer à dire Rutgers champion, hein, parce du coup ce serait la 5e couronne. Ce serait la 5e couronne, absolument. À l'échelon local. On a fait le tour donc sur cette conférence Big Ten. Je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve du coup dans quelques jours pour aborder le Group of Five et notamment la conférence USA. Merci à tous, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres. NCAA au programme. Salut à tous. Salut à tous.